Ici Danick Julien, journaliste, et bienvenue dans cette émission, Les piliers du bénévolat pornevois. Aujourd'hui, nous avons Luce Trottier qui est avec nous, une bénévole bien impliquée au niveau de Saint-Casimir, autant pour la CAPSA qu'Entraide Saint-Casimir. On va parler de son historique au travers de l'émission. Madame Trottier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour nous parler de votre implication bénévole. Avant d'entrer justement avec notre première question, juste donner le contexte là, aux gens qui nous écoutent. C'est une émission où on passe une dizaine de personnalités pornevoises du monde du bénévolat pour savoir un peu leur parcours, des expériences qu'ils ont vécues au travers de ce parcours-là. Et finalement, on veut savoir aussi si le monde du bénévolat en 2024 est comme il était lorsqu'ils ont commencé. Alors, c'est un peu les trois thématiques qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, Madame Trottier. Luce Trottier, vous avez commencé assez tôt de vous impliquer dans votre communauté. Puis je pense que ça, c'est commencé là, avec votre père là, qui était bien impliqué là, à Saint-Casimir. Eh oui, mon père était un grand bénévole à Saint-Casimir. Il était de toutes les causes, comme on peut dire. Quelqu'un avait besoin de lui pour une vente de billets. Il était là, il était toujours présent. Il était dans les fondateurs du centre de ski de fond Saint-Casimir. Il a ramassé une équipe avec lui, ses chums puis d'autres. Puis on commençait à collecter des matériaux à droite puis à gauche. On trouvait un terrain, puis il y a eu un centre de ski de fond pendant quelques décennies à Saint-Casimir. Alors, il était vraiment le fondateur de ça. C'était le temps de la Saint-Jean-Baptiste, c'était le temps de faire des chars allégoriques. OK, on y va, on fait 2-3 chars allégoriques. Bon, venez, j'ai un garage, puis on va monter ça. Et il était très présent. Fait que j'ai toujours vu mon père s'impliquer dans toutes les causes. Alors, pour moi, c'était comme naturel. Puis, j'étais curieuse de nature aussi. Puis, dès mon jeune âge, adolescente, déjà, je m'impliquais dans mon école, des décorations pour les bals des finissants. À un moment donné, il y a eu une boîte à chansons à Saint-Casimir et puis j'étais de la troupe qui s'occupait de ça, qu'on fasse des décors, qu'on réalise des activités, on vend des billets, on sert les breuvages, on fait le ménage, on fait tout finalement. Fait que de là, de tout temps, je pense que j'ai toujours eu une cause à quelque part qui m'attendait. OK. Ouais. Et justement, une des causes qui vous a le plus impliqué, je pense, c'est au niveau de la rivière Sainte-Anne. Et j'aimerais peut-être que vous me parliez de ça parce que c'était avant même que la CAPSA existe. Là. La CAPSA, bon, les gens le connaissent, on en parle quand même assez souvent ici à CJSR. Bon, c'est la Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne, mais avant que ça soit ça, il y a eu du travail à faire et vous étiez bien impliqué là-dedans. De ce que je comprends. C'est ça. Dans les débuts, on parle de la décennie 90, c'est là que s'est passée mon implication. Alors, c'est sûr qu'on était quelques personnes, puis on se questionnait. D'abord, au départ, je suis riveraine de Sainte-Anne. Ouais. Fait que j'étais à même de constater un peu dans quel état elle était. C'était quoi cet état-là? Bien, c'était pas toujours beau. Comme là, moi, j'étais à Saint-Casimir. Alors, c'est bien sûr que la rivière, elle part de haut, là, qui est quand même longue, la rivière Sainte-Anne. Et puis, l'été, quand on était dans les eaux basses, là, il y avait toutes sortes de choses. Dans la rivière, là, autant des débris, comme, puis à l'époque, les municipalités encore déversaient les eaux usées dans la Sainte-Anne. Alors, on peut comprendre que c'était pas toujours très beau. Et puis, on était aussi, il n'y avait pas très loin, un ancien site, un dépotoir municipal qu'on appelle une dompe, là, ou quelque chose comme ça. Puis, il n'y avait aucune mesure de protection, c'était sur le bord de la rivière. Puis, le lexivia, les liquides qui se forment à la longue, ça s'en allait direct à la rivière, puis il y avait des tuyaux, on voyait, c'était pas très beau, là, c'était une couleur pas très ragoûtante non plus. Puis, c'était complètement déversé dans la rivière. Fait qu'on s'est dit, mon Dieu, il faudrait bien faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, avoir un si beau potentiel, une si belle rivière, qui est quand même importante. Là, puis, elle fait vivre Portneuf. Là. Oh, maintenant, oui. Alors, on se disait, il faut faire une action. Fait que, on commence à jaser autour de ça. Puis, au même moment, arrive un projet de site d'enfouissement d'une grosse compagnie américaine sur le territoire de Saint-Alban, évidemment sur le bord de la rivière. Oh là là, on est comme alerté, mais on est comme sous le choc. Puis à ce moment-là, se forme une coalition qui s'appelait à l'époque Coalition environnementale de Portneuf. Alors nous, les gens qui avaient un intérêt pour la rivière, on se dit, bon, on va rejoindre la coalition, puis on va commencer à travailler avec ça. Puis si on est là, si on veut faire des actions qui ont du bon sens, il faut d'abord empêcher ce genre d'activité-là, qui n'est pas très... c'est pas le but, en tout cas. Fait que finalement, on fait la bataille se mène avec la compagnie américaine en question. La population, évidemment, c'est la population locale de Saint-Alban qui a à se prononcer là-dessus, parce que, oui, la rivière est pour tout le monde, mais là, le site était précisément à Saint-Alban. Alors, beaucoup de débats, des soirées publiques, pour arriver à la fin à ce que la WES
la compagnie américaine quitte la place puis abandonne le projet. Parce que justement, c'est un projet de dépotoir en bordure de rivière et dans les années 90, niveau environnement, on aurait rempli encore la rivière plus qu'elle l'était à ce moment-là. Oui, les normes n'étaient pas ce qu'elles étaient et les pratiques n'étaient pas ce qu'elles étaient non plus. À l'époque, on avait l'exemple de Saint-Étienne qui est toujours là et puis qui avait réussi à contrer cette compagnie-là. Pour eux autres, installer ça plus avec des normes, là, avec quelque chose de plus des années 90. Alors, on était très inquiets, puis on n'avait pas de garantie formelle que ce serait correct aussi. Fait que donc, une fois ça réglé, là, on se forme, on dit, on forme notre petite association, on dit, pour bien travailler, c'est gros, la rivière Sainte-Anne, il y a multiples partenaires. Quand on parle de la rivière, là, on parle des agriculteurs, des citoyens, des associations de chasse et pêche, des gens de barrage, des industriels. C'est incroyable, les municipalités. Fait que c'est beaucoup de partenaires à regrouper. À dire, on va faire une corporation pour être en bonne et due forme aussi. Puis aussi, avec une corporation, bien, ça nous permet peut-être d'aller chercher du financement, qui est le nerf de la guerre, comme on dit. Oui. Alors, on se présente au ministère des Institutions financières pour aller chercher une charte. Et on apprend à ce moment-là qu'il y a déjà une petite association sur la rivière Sainte-Anne qui est au niveau ici à Saint-Raymond. L'association de la rivière Sainte-Anne, je ne me souviens plus, là, ça fait déjà pas mal de décennies. Alors, le ministère nous suggère peut-être qu'on pourrait prendre cette charte-là et on pourrait peut-être les contacter, fait qu'ils nous donnent les noms qui sont au niveau de cette association-là. Ce qu'on fait, on les contacte et puis on regarde avec ça avec eux autres. Puis effectivement, leur action était plus au niveau Saint-Raymond. Fait que nous, on parle de notre projet. Fait qu'ils acceptent finalement de fusionner ça puis de modifier la charte qu'ils ont pour faire la charte qu'on connaît, qui est encore là aujourd'hui, qui est devenue la CAPSA. Alors, suite à ça, là, on a un peu le vent dans les voiles, plein de projets. Alors là, on a une forte sensibilisation à faire de tout ce beau monde-là pour les rallier à notre cause. Donc, vous avez été sur le CA de la CAPSA? J'étais la présidente, oui. Vous avez été la présidente de la CAPSA au départ? Durant tout ce mandat-là, la décennie 90, là, quand on a parti le projet, j'ai été la présidente de ça. Okay. Alors, il y avait un comité de direction de 3 personnes. Puis là, on s'est dit qu'il faut se faire un conseil d'administration qui va regrouper tout ce qui bouge dans le bassin. C'est grand, le bassin versant de la Sainte-Anne. On parle de la Sainte-Anne, on parle de tous les tributaires, là, puis il y en a beaucoup. Oui. La Bras-du-Nord ici, la Jaco, la Niagarette, la Rivière-Charest. Puis là, on est sur 2 territoires. MRC de Portneuf, MRC au niveau de Mekinac-des-Chenaux aujourd'hui, avec, au niveau politique, 4 députés. Alors, ça fait beaucoup de monde amener à table. Puis on a aussi des gens importants qui étaient l'association du Poulamont Saint-Anne-de-la-Pérade. Bon, ça, c'était quand même, économiquement parlant, eux autres, c'est quelque chose d'important. Alors, finalement, on sensibilise tout ce monde-là. On réussit à amener à une table des représentants municipaux. Puis là, à l'époque, on n'a pas d'assainissement des eaux partout. Là. On commence à parler de ça, mais les travaux... Parce que vous étiez à l'avant-garde, là. Bien, un peu, je pense. Au niveau environnement... dans les années 90, le discours n'était pas pareil qu'il l'est maintenant. Non, c'est sûr que ça a évolué beaucoup, heureusement, mais on était à l'avant-garde peut-être, puis optimiste aussi, puis il fallait qu'il y ait des avant-gardes là, qui arrivent puis qui mettent le sujet sur la table. Ne serait-ce que d'en parler, c'est déjà beaucoup, si on veut faire évoluer. Si on ne parle pas, il ne se passe rien, tu sais. Alors, finalement, on a eu des collaborations rapides. Des municipalités, ils ont délégué leurs membres, un membre du conseil municipal pour être notre conseil d'administration. L'UPA était présente aussi. Les agriculteurs le long de la Sainte-Anne, c'est quand même des gens importants aussi. Ben oui. Là. Alors, eux autres sont là aussi. Les associations Sainte-Anne-de-la-Pérade nous rejoignent avec l'association de Poulamont. Finalement, on rallie à peu près un peu tout le monde qui a affaire avec la rivière. Puis là, les objectifs, on dit dans un premier temps, il faut sensibiliser les gens. Puis là, on n'a pas d'argent. Fait que là, évidemment, on fait comme tout le monde. On va à droite et à gauche, puis on demande aux municipalités peut-être de participer minimalement. Pour être capable d'avoir des gens qui pourraient travailler pour nous. Là. Fait que les premières étapes, c'est de la sensibilisation. Est-ce que les gens étaient réceptifs au départ? Oui, on a commencé modestement, là, puis beaucoup de travail. Comme nous, le comité de direction, on était sur le terrain au début. Là, on n'était pas capable d'engager personne, alors c'était nous là, qui allions à droite et à gauche pour faire les démarches. Et puis, on a réussi à avoir à un moment donné une subvention qui nous a permis de caractériser puis d'un peu faire dans quel état était la rivière. Il faut le savoir pour savoir ce qu'on s'en va avec ça, où on doit poser nos actions, tout ça.
Et puis, notre subvention nous a permis d'avoir quelqu'un qui faisait de la sensibilisation. Les premières sensibilisations au niveau du monde agricole. Ouais. On a rencontré des agriculteurs qui avaient leur terre sur le bord, sensibilisés aux bandes riveraines, aux haies brise-vent, un paquet d'affaires comme ça, là, d'où l'importance, parce que la qualité de l'eau, évidemment, ça nous prend de l'ombre sur la rivière, surtout les tributaires. Quand on a des petits cours d'eau, c'est comme des fossés, là, à un moment donné, il faut les protéger, là, si on veut que la faune, que les poissons puissent continuer à survivre. Alors, c'est de fil en aiguille comme ça. Puis, à un moment donné, bien là, on se faisait connaître un peu plus. Et puis, on a fait des projets précis. On était allé chercher des budgets, justement, pour avoir des firmes qui faisaient notre caractérisation, puis voir en quel état était la rivière. Puis, on a formé c'est devenu... notre objectif, c'était plus d'avoir quelque chose de bien global. L'objectif ultime, c'était d'arriver qu'il y ait une gestion du bassin versant au complet, qu'on ait une vie d'ensemble, là, parce qu'on y va pas juste par petits morceaux. La rivière, ça se voit dans un bassin versant, ça. Oui. Alors, on a fait des contrats rivières avec des partenaires. Puis les contrats rivières, les gens s'engageaient. Ça pouvait être, financièrement, ça pouvait être du matériel, du prêt d'équipement ou de main-d'œuvre pour les municipalités. Fait que comme ça, on est venu à bout de se faire comme un petit fonds. Puis quand on réussit à faire avoir des sous à quelque part, on sait qu'on peut faire des fois doubler la mise par des organisations. Fait que finalement, on a fini par avoir un premier employé, si on veut, qui était un agent de communication, là, pour être capable. Ça a commencé comme ça. Bien, on était déjà là depuis quelques années. Là. Ça fait une couple d'années qu'on a travaillé comme ça, là, à essayer d'ameuter, pas d'ameuter, mais de rallier les gens à notre cause. Puis on a même fait, Desjardins était un partenaire important sur le plan financier. À un moment donné, il y a eu un concours Desjardins Ma-Rivière pour reconnaître les expériences, ce que les gens ont apporté. On a fait un concours là-dessus. Quand vous avez, peut-être que là je retourne un peu à l'arrière là, de votre parcours, quand vous avez défini la mission là, de la CAP, c'était quoi exactement? C'était la restauration, la préservation, la promotion. Il y avait une place pour chacun, mais à la bonne place, là, dans le respect. La rivière, c'était comme notre moteur, puis autour de ça, tous les gens gravitent, puis chacun prend sa place, puis tout en étant respectueux de ce qu'on avait comme projet qui était la rivière, que cette rivière-là peut vivre. Puis il y avait le récro touristique aussi qu'on voulait développer. Là. On ne s'était pas limité dans l'émission, là, dans chacune des missions qu'on voulait, pour être capable justement d'avoir de la manœuvre, puis pas être pris là, sans carcaner dans notre charte aussi. Fait qu'on est parti comme ça. Puis... fait que là, à un moment donné, on a parlé à d'autres rivières, parce qu'il y avait d'autres rivières aussi qui avaient des associations. Ouais. Je pense entre autres à la Vatican qui est à côté de nous autres. Et puis avec ces gens-là, on a fait à un moment donné des colloques. Puis là, on s'est parlé, on s'est dit, là, il faut aller plus largement. Là, c'est bien beau grappiller à droite et à gauche pour aller chercher du financement. Mais c'est pas rien qu'à nous à faire ça, là, ça n'a pas de bon sens. Si on parle de gestion de bassin versant, on s'est rendu gros, là. Fait que finalement, à force de discuter avec les autres organismes de rivière, on s'est dit, on va prôner ce modèle de gestion-là, gestion par bassin versant. Puis là, on interpellait les élus politiques pour voir quel bout de chemin ils pouvaient faire avec nous. Puis tout notre projet là, ultime, c'était d'en arriver à ça. Puis ultimement, je dirais, c'était d'obtenir un financement récurrent, reconnu. Oui. Ce qui est aujourd'hui. Là. C'est le cas maintenant. C'est le cas maintenant. Fait que notre action a toujours été un peu comme ça. On a toujours développé. Puis on s'est rallié des gens. Les gens ont été... Je regarde aujourd'hui, il y a des choses qui se sont faites là, qui sont extraordinaires. Je regarde au niveau des agriculteurs, là, les bandes riveraines. Tu vois, tu te promènes dans les tributaires, dans les différents... Je ne sais pas, la Niagarette, n'importe où, parce que c'est celle-là que je connais le plus. Puis tu vois les belles bandes d'arbres de chaque côté là, qui font de l'ombre sur le cours d'eau. Mon Dieu, je suis très contente quand je vois ça, parce que c'est du résultat, c'est très concret. Puis à un moment donné, on a ensemencé la rivière, on a restauré des fosses, créé des seuils. C'est toutes des choses que j'ai appris au fil du temps. J'avais aucune connaissance là-dedans. Vous n'avez pas de formation professionnelle sur l'environnement d'une rivière? Non, absolument pas. Moi, je faisais de l'intervention sociale au CLSC. Ah oui, OK. Ouais. Alors, c'était loin de mon quotidien. Mais comme on dit, on fait avec, puis on est poussé
par l'élan qu'on se donne aussi. Puis on rencontre des gens extraordinaires, on s'allie avec des gens professionnels, les ministères de l'Environnement, entre autres à l'époque, les consultants nous ont aidés beaucoup, là, les gens qui connaissaient la faune aquatique, tout ça. Il y a des biologistes qui sont venus avec nous, là, qui nous ont aidés, puis qui ont été même sur nos conseils d'administration par moment. Alors pour nous, c'était des richesses. Là. Fait qu'on apprenait, puis on disait, ils nous donnaient des conseils, puis 1, 2, 3, puis on y allait par étapes, puis on avançait comme ça. Fait que finalement, au bout de la course, aujourd'hui, quand on regarde la rivière Sainte-Anne, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. On comprend juste la vallée Bras-du-Nord, puis tout ça. Oui. Puis nous, plus dans l'ouest, le parc régional naturel de Portneuf, c'est tout ça, quand on parle de gestion intégrée, je pense qu'on a bien compris le message, hein, gestion intégrée par bassin versant. Puis finalement, au bout de la course, quand j'ai laissé, parce que là, à un moment donné, c'était soufflant tout ça, là, puis ça a pris de l'ampleur, puis là, on était organisé, il y avait une structure. Ouais. Et puis là, quand le gouvernement est arrivé avec son règlement qui permettait de donner un financement aux rivières qui étaient organisées en gestion par bassin versant, là, on a une mission accomplie. On a fait ce qu'on avait à faire. Là, elle est pérenne, la rivière, la corporation est organisée. Les locaux sont toujours ici à Saint-Raymond, d'ailleurs, le siège social sur la rue des Pionniers. Ouais. Oui, puis justement, il y a des biologistes maintenant qui sont employés par la CAPSA. Il y a les techniciens de la faune, il y a tout ce monde-là qui est là. Ils sont organisés avec des permanences, c'est ce qu'on n'avait jamais quand on commençait. Alors, c'était l'objectif. Que les gens, je pense que quand je vois ça aujourd'hui, je dis, bon, peut-être mon apport, j'ai tout le temps une goutte dans l'océan, mais on n'a pas d'océan si on n'a pas de goutte d'eau. Exact. Bon, fait que, ça doit quand même vous apporter un bon sentiment de fierté. Tout à fait. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on parlait de la Sainte-Anne, de la CAPSA, on disait tout le temps, notre slogan était la CAPSA, la CAPSA, la rivière Sainte-Anne plus, une fierté collective. Fait que, tu sais, aujourd'hui, les gens sont contents de voir le résultat, qu'on parle aux gens, aux citoyens. Et on accueille des gens de partout sur cette rivière-là. Là, c'est tellement populaire. Puis c'est extraordinaire ce qui se vit, puis ce qui se fait. Là. Puis je pense qu'on est toujours en avant là-dedans. Exactement. Et les gens vivent la rivière également. Oui. Le réseau touristique, il y en a beaucoup plus. Tout à fait. Vous avez mentionné beaucoup les activités de la vallée Bras-du-Nord, mais pas que. Il y a tout. On peut passer aux excursions de l'Ouest. Tout à fait. On rallie tout ça. Là. Puis tous les lacs, c'est sûr que les lacs Saint-Albin existaient déjà, mais ils sont organisés. Là, l'offre de récréo-touristique est extraordinaire dans le secteur ouest aussi. Fait que les deux pôles, là, bout de rivière, les deux, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que ça s'est tout relié. Puis que si on n'avait pas une rivière saine comme ça... On n'en serait pas là, probablement. Exactement. Peut-être que d'autres auraient pu prendre le bâton du pèlerin, mais il était minuit moins 5 là, quand tu prends le bâton du pèlerin puis que tu constates les dégâts de la rivière. Là. Tu sais, les animaux qui traversaient à gué, là, dans les cours d'eau, là, ils laissent des empreintes, ces animaux-là. On partait de loin, par bout, par section de rivière, là. Oui. Fait que là, nous... c'est un peu, on y va un peu à l'aventure mais une fois que notre engagement est pris, on est comme dans cet engagement-là, puis on peut pas sortir de là. Exactement, on est embarqué. Oui, puis tu sais, ça nous pousse aussi, ces moteurs, puis à chaque petit gain, il dit « Hey, on a réussi ça, oui, on continue, tu sais, puis jusqu'à l'objectif ultime, comme je vous dis, là, d'arriver à une reconnaissance. » Combien de temps vous avez occupé la présidence? C'est peut-être 7-8 ans, là, c'était ça. Là. Quand j'ai laissé, j'étais toujours la présidente, là. Quand j'ai laissé. C'est le rôle qu'on m'a donné au départ, là, quand on a fait le comité de direction. Puis je l'ai gardé, fait que c'est bien sûr que... c'était une expérience extraordinaire parce qu'on rencontre toutes sortes de gens. Premièrement, on apprend, on se forme à plein d'affaires. Vous devez connaître beaucoup de choses sur l'environnement des cours d'eau maintenant. Plus, en tout cas, beaucoup plus. Puis c'est les personnes qu'on rencontre là-dedans. On travaille avec des gens extraordinaires, hein? Et puis c'est ces contacts-là puis on a à convaincre des gens, à persuader, sensibiliser. C'est agréable à faire aussi, puis surtout quand on a du résultat. Juste dans vos autres implications, parce que une de votre plus grande implication, je crois, c'est la CAPSA. Vous avez quand même été impliqué avec Entraide Saint-Casimir aussi. Ah oui. Pouvez-vous nous parler un peu de c'était quoi? Ça existe toujours d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'était un comptoir vestimentaire qui existait, mon Dieu, je dirais 60 ans. C'est quelque chose que nous autres à Saint-Casimir, ça a toujours été une valeur, ça, d'avoir des comités d'entraide pour les gens, pour les citoyens là, qui en ont besoin. Alors, toujours dans les années 90, là, un peu avant la CAPSA, il y avait un comptoir, puis il y avait même une banque alimentaire à ce moment-là. C'était en association avec un organisme qui existait qui s'appelait les Comptoirs du Cœur. Alors,
il y avait une distribution de nourriture à chaque semaine. Les gens venaient, puis il y avait une distribution, puis il y avait aussi un comptoir de vêtements. D'ailleurs, à l'époque, mon père était là. C'est moi qui ai pris sa relève finalement à son décès. Alors, fait que tout ça a existé de tout temps. Et puis, j'ai pris la relève pour être la responsable. Là. Il n'y avait pas de fonction comme telle. Et puis là, le comptoir, on a abandonné la banque alimentaire à un moment donné parce que ça s'est organisé mieux dans Portneuf. Là, il y a eu des banques plus structurées qui se sont faites un peu partout avec Noël du Pauvre et tout ça. Là. Puis, fait qu'on est resté au comptoir vestimentaire parce que c'était aussi compliqué l'alimentaire. On devait demander, il fallait avoir des locaux, des frigidaires et tout ça. Puis on n'a pas su de revenus pour penser à ça. Fait que le comptoir vestimentaire est resté. Fait que ce comité-là, il y avait des bénévoles qui tenaient ce comptoir-là une fois par semaine, puis récupéraient des vêtements, des objets, des petits objets ménagers, tout ça. Puis on vendait ça à très, très peu cher, là, tu sais, que les gens pouvaient, pour 25 cents, avoir une robe ou un manteau. Fait que, là, je parle de l'époque, là, ça, on a évolué. Et puis, avec cet argent-là, bien, ça servait pour répondre aux besoins de la communauté. Je vous parle des gens qui étaient sinistrés, qui avaient passé au feu. À un moment donné, à la rentrée scolaire, c'était très populaire. Quand il y avait le matériel scolaire à payer, c'était dur pour les familles. Et puis, à ce moment-là, on pouvait aider, nous, en payant le matériel scolaire de la rentrée. On faisait notre publicité comme ça. Il y avait des gens qui en arrachaient à la fin du mois, bien, ils pouvaient avoir une avancée financière. Fait que c'était pour répondre à des besoins ponctuels des gens. À un moment donné, c'était pour que les jeunes puissent participer à des activités parascolaires. C'était très large. Là, quelqu'un faisait une demande, puis on analysait ça, puis on disait, ben oui, pourquoi pas, là. Vous, est-ce que vous étiez dans l'administration? J'étais la responsable de l'organisme, okay. Oui, c'est ça. Puis à l'époque des fêtes, on faisait des paniers de Noël, des trucs comme ça. Là. Fait que ça, c'était jusqu'en 2020, jusqu'à la pandémie, parce que tout a fermé en 2020 avec la pandémie. Puis là, ben, ça m'a permis de faire une réflexion aussi, puis ça faisait quand même depuis début 90 que j'étais dans ça. Fait que je trouvais que c'était peut-être le temps de passer le flambeau, mais en même temps, c'était arrêté. Puis quand la pandémie a passé, là, en parlant avec les gens de la municipalité, on dit de valeur, c'est pas quelque chose qui devrait s'en aller. Fait que je les ai aidés à trouver des gens qui pouvaient repartir. Puis les bénévoles qu'on avait, c'était d'ailleurs des bénévoles qui commençaient à prendre de l'âge aussi, puis on savait bien qu'il faudrait renouveler nos bénévoles. Et puis, l'appel qu'on a fait à quelques personnes qu'on a ciblées a été positif. Fait qu'il s'est refait un autre comité. Puis là, eux autres sont organisés avec une charte. Puis c'est reparti. Fait que là, présentement, bien, le comptoir existe. Puis a repris un peu les mêmes objectifs. Là, puis ont des projets. Fait que là, on les laisse aller. Hein, puis tant mieux que ça soit repris. Parce que je pense que c'est important dans une communauté qu'il y ait un service comme ça qui peut répondre à des besoins ponctuels pour des gens qui sont mal pris. Là. Je pense que c'est de la solidarité, là, ça. Puis c'est très important pour moi. J'aimerais donc qu'on fasse le pont avec notre troisième thème de l'entrevue. En fait, c'est justement le bénévolat en 2024. La relève semble être moins là, ou du moins les gens peut-être ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'impliquer. Oui, je dirais qu'il y en a encore. Puis peut-être que le bénévolat se fait peut-être moins dans des créneaux un peu différents. On compense toutes les associations sportives. Là, les parents s'impliquent là-dedans, les comités d'école, les CPE. Beaucoup de coachs sportifs, c'est du monde qui sont bénévoles dans ça, ces parents-là. Il y en a beaucoup qui sont là. Moi, quelque chose que je constate, c'est que les bénévoles actuellement vieillissent. La strate de bénévoles là, qui ont 80-85 aujourd'hui, ils sont nombreux en termes de démographie. Puis là, on a comme une espèce de petit fossé là, à franchir, je dirais, parce qu'on a ces gens-là qui sont âgés, mais qui sont en quantité. Puis les générations qui suivent, on est moins nombreux, là. Puis les besoins sont tout aussi grands, sinon plus, parce qu'on voit un peu le désengagement de l'État pour certaines choses. Alors là, c'est sûr qu'on est un petit peu en déficit. Mais j'ai la croyance que ça va s'équilibrer, ça. Mais c'est sûr que faut, dans les organisations bénévoles, je pense qu'il faut prévoir, même si on est bien rodé et qu'on a nos équipes, il faut toujours penser à intégrer un petit peu de relève, une personne ou deux qui vient faire son tour, tout ça, pour qu'il y ait toujours quelqu'un là, qui est connaissant puis qui peut un peu faire virer Comment qu'on fait pour bien, c'est toujours s'assurer, si je prends l'organisation du comptoir, que je pourrais vous parler, l'entrée de Saint-Casimir, de temps en temps, là, tu identifies quelqu'un de la municipalité, tu devrais-tu venir faire un tour, les aider un petit peu, tu sais, essayer de les impliquer pour qu'ils mettent la main à la pâte aussi. Puis quand il y en a
pour différentes raisons, le laisserait, bien, il y aura toujours une personne ou deux qui peut s'arrimer, là, tu sais, puis arriver puis prendre ça en charge aussi. Mais je pense que ça devrait être ça dans toutes les organisations. C'est pas facile, parce que les gens sont occupés aussi. Puis il y a le facteur, je reviens toujours à ma génération d'aînés. Là, aujourd'hui, les gens, les couples sont tous sur le marché du travail. Hein? Oui. Il n'y a pas grand monde qui est à la maison, là, tu sais, même si à la maison, ils sont bien occupés, mais il reste que le travail est là pour tout le monde. Et puis, c'est sûr que la disponibilité est moins grande, là, mais quand même, parce que quelqu'un qui veut s'impliquer, c'est pas la cause qui manque. Puis, c'est peut-être le temps? Le temps qui manque? Bien, le temps. Écoutez bien, là. Moi, quand j'ai fait mon bénévolat, là, j'avais une famille, puis j'avais un travail à temps plein, puis il y a bien des soirées que j'ai passées en réunion, puis des fins de semaine aussi, mais c'est sûr concilier tout ça. Ouais. Il fallait que j'aie un conjoint compréhensif, puis ouvert à ça aussi, puis des enfants compréhensifs aussi, parce qu'ils ont mis la main à la pâte, ces enfants-là, ils ont distribué des tracts, puis ils ont vu leur mère partir un dimanche de Pâques en conseil d'administration, puis ils n'ont pas eu leur repas de Pâques, là, tu sais. Mais c'est ça, mais... je pense que c'est quelque chose qu'on peut expliquer, puis on donne l'exemple aussi à nos enfants là-dessus. Puis si je regarde ça aujourd'hui, quand je leur en parle, je leur demande « Avez-vous souffert de mon implication bénévole? » Parce que je n'ai pas toujours été présente, peut-être autant que j'aurais voulu. Ils ont dit non, parce qu'on voyait que tu étais bien dans ça quand même, puis tu faisais avancer la société aussi d'une certaine façon. Ça vous apportait des bienfaits, là? Oui, puis ça, ils le constataient, eux autres aussi, puis ils me voyaient bien dans ça. Là, je leur disais, bon, ben là, il va y avoir une petite entrevue là, à la TV, là, ça va peut-être me voir aux nouvelles. Fait que là, ça les faisait rire aussi, mais reste que, bon... C'est sûr que ça, c'est ma réalité à moi, mais je crois encore au bénévolat. Les gens, des fois, c'est des formes qui peuvent, pour commencer, on n'est pas obligé de se garrocher comme dans une aventure comme un peu celle que j'ai vécue, mais ça peut être quelqu'un qui va à la bibliothèque. Ils font 2 heures semaine pour aller tenir le petit kiosque, le comptoir de la bibliothèque. C'est pas très engageant, puis c'est d'une personne vis-à-vis, c'était pas devant un groupe non plus. Ça peut être des exemples comme ça. Mais il faut aussi solliciter les gens, là. Les gens qui sont dans des organismes, on dit tout le temps dans nos communautés, il y a toujours les mêmes là, qui se pointent, puis qui sont là, puis qui restent disponibles. Mais ces gens-là, là, c'est aussi leur responsabilité d'intégrer d'autres membres. Des fois, ça peut être un voisin qui connaît, il dit « Oh, je le verrai, lui, il sera bon pour venir faire... » C'est de les approcher aussi. C'est comme ça que la relève va se faire aussi. Puis il y a des gens qui n'oseront pas s'avancer là, pour différentes raisons. Là. Je ne connais pas toutes, mais s'ils sont approchés, ils vont peut-être avoir un intérêt. En tout cas, si on en approche 3 et on en gagne un, c'est toujours ça de prix. Ouais. Mais c'est beaucoup comme ça, je pense. C'est beaucoup de faire le travail sur le terrain, d'aller chercher des alliés là, pour recruter finalement. Juste Trottier, on arrive à la fin de notre émission. Une demi-heure, ça passe... assez vite. Surtout quand je suis un peu jasante, je pense. Exactement. Merci d'avoir participé, de nous avoir montré également que, bon, l'implication bénévole, ça peut aller jusqu'à une initiative, une idée au départ, parce que c'était ça, là. Ouais. Vous avez vu un enjeu, vous avez décidé d'y répondre. C'est ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Et puis, justement, nous, la semaine prochaine, on va avoir un autre bénévole là, à vous présenter. Je vous remercie. Merci à vous. C'était plaisant. Merci, bien agréable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.